tous. Aujourd'hui, je suis avec Éric Larchevêque, qu'on ne présente plus, CEO et fondateur de Ledger. On va prendre cette interview sous un angle un petit peu différent. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Ok. On te connaît sous ta casquette d'entrepreneur, un petit peu moins sous ta casquette de joueur de poker professionnel. Ouais, c'était il y a 10 ans, mais voilà. effectivement. Donc je t'ai préparé quelques cartes, quelques jeux, Oui. quelques mains de poker. Et l'idée, elle est assez simple. C'est qu'en fonction des jeux que tu vas recevoir, j'aimerais que tu me fasses un parallèle avec ta carrière d'entrepreneur. Donc concrètement, si ça va être le cas, tu l'as deviné, tu reçois une paire d'as, que tu me donnes un exemple concret. Quelle a été ta paire d'as chez Ledger? Oui. Est-ce que ça a été un recrutement? Est-ce que ça a été un contexte de marché? Bref, tu vas nous expliquer. Donc voilà, les deux premières cartes que je te donne, c'est une paire d'as. Donc j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ta paire d'as. Ma paire d'as. Alors, clairement, les paires d'as et Ledger, s'il y en avait plusieurs, ce sont des recrutements clés. Ouais. Parce qu'on n'aura jamais pu faire tout ce qu'on a fait sans avoir les bonnes personnes. Et la première à qui je peux penser, c'est l'un des premiers recrutements qu'on a fait, c'est Julien Juan, qui était le directeur du hardware engineering, qui est aujourd'hui le COO de l'entreprise. Ouais. Et c'est lui qui a créé l'ensemble des produits, qui a porté toute l'industrialisation, qui a fait en sorte que lorsque l'entreprise a eu une croissance extrêmement forte, a pu passer de quelques dizaines de milliers de produits à plusieurs millions de produits fabriqués. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui Ledger est là. Le recrutement, donc ça a été ce premier recrutement, ta paire d'as, on en parle souvent comme un élément clé dans l'entrepreneuriat. Comment tu t'es fait une conviction sur ce profil avant de le connaître? Comment tu l'as recruté, ce profil? Alors déjà, il est arrivé parce que c'était un ami, une connaissance d'autres associés, Nicolas Baca, qui était notre directeur technique. Ouais. Et puis, quand on est face à un peu des génies, des personnes qui sont très très bons dans leur domaine, ça se voit quand même assez rapidement. D'accord. Moi, j'ai un background technique, donc j'ai pu aussi assez rapidement m'apercevoir de la qualité d'ingénieur qu'il pouvait avoir. Et d'une manière un peu plus large, en fait, dans les recrutements, c'est beaucoup à l'instinct. Ouais. Parce qu'après, on peut faire tous les tests qu'on veut, etc. Ça donne un certain nombre d'informations. Mais ça va être vraiment la conversation comme ça, qui à la fin, moi, va me faire prendre la décision. Ok. De me dire, est-ce que j'ai envie de passer les prochaines années à bosser tant d'heures par jour avec cette personne. Tu as une capacité à te projeter assez forte. Oui, c'est ça. On continue, deux cartes peut-être un peu plus compliquées, je ne sais pas si on les voit bien, en tout cas c'était un 2. C'est un 7, ça c'est les pires cartes qu'on peut avoir au poker pour commencer Hold'em, ça c'est pas terrible. Donc les erreurs, les difficultés, bon, il y a eu beaucoup d'erreurs qu'on ait pu faire. La dernière, la plus récente, qui était quand même importante, et qui illustre en fait la difficulté du domaine dans lequel on est, qui est en fait le hardware, le fait de fabriquer des produits. Ouais. On avait annoncé un nouveau produit qui est le Nano X, à une clé de sécurité Bluetooth. On avait donné une date en fait de sortie qui devait être pendant le CES de l'année dernière. Et dans le hardware, en fait, il y a une règle de base qu'on n'aurait jamais dû ignorer, c'est qu'un produit n'est prêt que quand il est prêt. Oui. Parce que dans du software, si on a des difficultés, on peut travailler jour et nuit, on peut essayer de trouver des parallèle. choses en parallèle exactement. Dans le hardware, si par exemple on a un moule qui casse, on repart pour 2 mois, pour 3 mois. Si on a des problématiques, en fait, on ne peut pas juste résoudre avec de l'ingénierie. Okay. Et du coup, on a eu des problèmes. Ouais. On a raté le coche de plusieurs mois. Ça a été compliqué pour l'entreprise. Et donc, voilà, ça, c'était une décision de dire, on aurait dû dire, on ne donne pas de date, on verra, etc. Ou tout simplement, on l'annonce quand c'est prêt. Okay. Et on s'est dit qu'on allait y arriver, qu'on était sûr. Et comme la plupart des gens qui pensent qu'ils sont sûrs, on s'est planté. Bon. Donc ça a été la pire main que tu aies pu sortir. Ça c'était, je pense, j'ai fait d'autres erreurs, mais ça c'était une des grosses erreurs que j'ai pu faire. Super, très clair. Dernier jeu de cartes, voilà ce qu'on t'a préparé. C'est un 6 et un 7 de trèfle. Voilà, alors ça c'est le genre de carte, j'imagine, où on ne sait pas trop ce qu'on a à la base. Ça peut fonctionner, mais ça ne peut pas fonctionner. C'est une bonne, peut-être, pour se dire qu'on va faire un gros bluff. Oh, exactement. Avant de se lancer, on se dit, au pire, si ça ne marche pas, je pourrais peut-être me rattraper parce que il pourrait se passer quelque chose au flop. Exactement. Alors je pense que le plus gros bluff ou équivalent de bluff qu'on ait pu faire dans l'histoire de Ledger, c'est lors de la série A.
Ouais. On n'arrivait pas à lever, c'était la catastrophe. Donc c'était en 2016, fin 2016, le marché était très compliqué et on a dû réinventer l'entreprise sur le papier et en fait on a vendu une histoire qui n'avait rien à voir avec la réalité. C'est-à-dire qu'on disait qu'on faisait de la blockchain pour les entreprises, qu'on ne faisait pas de hardware, qu'on ne faisait pas de bitcoin. Enfin, on s'est adapté en fait à ce que les investisseurs voulaient entendre. Vous avez adapté le discours. On a adapté le discours. On a levé de l'argent sur ce discours. Quelques mois après, l'entreprise s'est mise à décoller. Les investisseurs qui avaient investi sur ce discours ne comprenaient rien à ce qu'on faisait. Ils disaient, mais attendez, c'est quoi là, le bitcoin Et du coup, on les a rachetés au double de l'investissement qu'ils avaient fait lors de la série A. Donc ils s'en sont bien sortis. Ils ont fait un TRI de 100% en quelques mois. Et nous aussi, on s'en est bien sortis parce que grâce à eux, on a réussi à passer un cap qui était très difficile. Mais on a dû effectivement adapter un petit peu le discours pour être capable de lever des fonds. Voilà. Donc si c'était à refaire, je le referais. Mais c'était un peu une période un peu difficile, mais heureusement c'est bien terminé pour tout le monde. Très clair. Ça me permet de faire une transition avec une question que l'on m'a posée récemment, qui est une question que tu dois généralement avoir et que tu dois bien connaître, c'est la bulle des cryptos qui a un peu explosé il y a 12-18 mois maintenant. Ça a commencé effectivement au début 2018, donc voilà, ça fait 1 an et demi, 12-18 mois exactement. Comment vous êtes positionné par rapport à ça et aujourd'hui, quelles sont les perspectives par rapport à un marché qui fluctue quand même beaucoup? Alors, nous, on a levé des fonds élevés 60 millions d'euros et on a signé juste avant que ça pète. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait le closing juste avant l'explosion des crypto-monnaies. Donc on a eu un bon sens du timing, mais on avait expliqué à nos investisseurs que ça allait péter. On ne savait pas quand, on n'avait pas une visibilité, on ne savait pas que ça allait péter le lendemain du deal, mais on les avait prévenus. On leur a dit, voilà, à un moment, il va y avoir une correction, ça va être compliqué. C'est aussi pour ça qu'on lève de l'argent, parce qu'en fait, l'entreprise était très rentable à l'époque. On disait, mais pourquoi vous levez de l'argent? C'est aussi parce qu'on savait qu'à un moment, ça allait être plus difficile. Donc ça a pété, ça a été compliqué pour Ledger. Il y a eu 1 an et demi, en fait, là, de traversée du désert, de chute, de réorganisation de l'entreprise, vraiment, donc ça a été dur et heureusement qu'on a levé. Et aujourd'hui, la perspective, donc on est sur une perspective qui est maintenant un peu plus haussière, etc. Mais ce qu'on veut faire, c'est mettre en place des solutions de revenus qui ne soient pas directement liées au cours du Bitcoin et que donc même s'il y a des chutes dans le marché, nos revenus en fait ne s'écroulent pas du jour au lendemain parce qu'on est ce qu'on veut, c'est être capable d'avoir une visibilité sur les revenus et c'est pour ça que Ledger, depuis 2 ans, 3 ans, mais ça fait 2 ans qu'on a vraiment mis ça en place et 1 an qu'on est actif, a mis en place des solutions B2B de SaaS qui permettent d'avoir des revenus en récurrent avec des contrats sur plusieurs années qui assurent à Ledger des revenus réguliers avec là, des entreprises et donc un univers un peu différent de celui du hardware wallet, de la clé que tout le monde connaît. En termes, très rapidement, en termes d'organisation d'entreprise, donc vous avez quand même 2 produits, le produit B2C, etc., qu'on connaît bien. Il y a ce produit B2B. Comment tu structures ton entreprise par rapport à ces 2 enjeux qui sont quand même différents? Alors, ces enjeux sont très différents, les marchés sont différents, les manières de vente sont différentes. D'un côté, c'est du consumer electronics avec de la distribution, du hardware, de la fabrication. De l'autre côté, on est sur de la vente complexe qui peut durer 12-18 mois avec des sales qui n'ont rien à voir avec le premier. Donc c'est quand même assez séparé. On a des troncs communs technologiques pour le produit, mais c'est vrai qu'on a des process assez différents et qu'on a dû structurer l'entreprise avec des business units qui ont chacune un petit peu leur responsabilité, leur manière de fonctionner. Quasi indépendante. Quasi indépendante, oui. Alors après, qui partagent des moyens transverses, mais on a dû vraiment avoir effectivement, 2 entités un peu indépendantes, même bien sûr c'est la même entreprise, parce que c'est pas du tout la même façon de voir les choses, mais pour autant, les séparer de manière juridique aurait été compliqué et aurait ralenti le développement parce que les socles technologiques sont vraiment les mêmes, sont vraiment très forts et il y a beaucoup d'interactions en fait entre les deux puisque des avancées dans l'un permettent de nourrir l'autre, etc. Et donc si on avait essayé de faire 2 entreprises, ça aurait été compliqué. Très clair.